Nous allons à présent accueillir Cécile Zec, autrice de Corps volé. Victime d'un violeur en série, alors qu'elle vivait une belle carrière artistique à Paris, Cécile a écrit un livre témoignage sur sa traversée de l'enfer et sa lente reconstruction. Hello, hello, je suis Cécile Zec, j'ai 50 ans, je suis maman d'un enfant de 5 ans, j'habite du côté de Genève. Je suis auteure du livre Corps volé et c'est le sujet que je vais traiter avec les clés de la résilience. Alors pour vous raconter cette histoire, je vais le faire sous la forme d'un scénario et je vais dire « elle » pour Cécile. Cécile est au travail avec ses collègues. Elles boivent un café. La journée, il fait beau, les oiseaux chantent. Bonjour. Et donc, elle boit un café avec ses collègues. Elle va s'asseoir à son poste, à son ordinateur. Allez-y, installez-vous. Et tout d'un coup, le téléphone va sonner. Elle décroche. Elle ne connaît pas le numéro de téléphone. C'est commandant Brex à l'appareil. J'aimerais parler à Madame Cécile Zec. Alors je me dis, commandant Brex, la police nationale, il y a un truc ça va pas, ça craint. Alors, c'est très étonnant comme appel. Il dit, j'aimerais vous poser quelques questions. Je lui dis, oui, effectivement, je vais répondre, mais j'aimerais quand même vérifier que vous faites bien partie de la police nationale. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez un autre numéro et que je vous appelle. Alors, il me donne un autre numéro. J'appelle, j'appelle le numéro. Effectivement, je tombe à Nice, à la police nationale. Oh. Alors, écoutez, ce qu'on va faire aussi maintenant, pendant que tout le monde s'installe, vu qu'on est dans une grande salle, si vous voulez vous rapprocher, qu'on vive cette histoire de manière un petit peu intimiste, ça serait vraiment super si vous voulez vous rapprocher aussi le temps que tout le monde s'installe. Comme ça, je vais poursuivre. Si vous sentez bien comme ça, vous restez. Si vous voulez bouger, vous bougez. Oui. Si les personnes qui sont en haut veulent se rapprocher, venir s'asseoir avec nous, ça sera génial. Comme ça, je vais pouvoir poursuivre. Alors, pendant que les personnes s'assoient, je continue. Donc, la police nationale, c'est vraiment un moment important quand on reçoit ce genre d'appel. Évidemment, il me pose ces 3 questions. Donc, la première question, est-ce que vous connaissez Monsieur Bip, que je nommerai l'autre dans mon livre?
Et je lui réponds oui, je le connais. La deuxième question sera, est-ce que vous avez bu quelque chose, une boisson, une tisane, en sa présence au goût amer? Et je répondrai aussi oui. Et la troisième question, vous a-t-il massé? Et je répondrai également oui. Et là, je comprends que je fais partie des victimes. Il m'explique qu'il appelle un carnet d'adresses de 4000 personnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes victimes. Et je comprends, donc je fais partie aussi de ces victimes. Tout de suite, je décide de vouloir porter plainte. Évidemment, ce que je vais appeler, c'est l'effet boomerang. C'est-à-dire que j'étais droguée, mais je ne me souvenais pas de 7 mois plus tôt des faits. Et pourtant, je vivais ma vie de rêve. Ma vie de rêve était d'être comédienne. Je rêvais ça depuis que j'étais petite. Et je vivais mes rêves. J'avais réalisé un court-métrage, j'avais joué dedans, j'étais sur des pièces, je rencontrais des... Voilà, je vivais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais pour autant, je me disais, mais c'est bizarre. Je me sens pas bien, je fais des cauchemars, je suis un peu déprimée. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, évidemment, je comprends avec l'appel du commandant Brex que ma vie va basculer. Elle bascule. Et donc l'effet boomerang, c'est je prends un grand boomerang, je l'envoie de toutes mes forces. Il prend la vitesse vertigineuse de ces 7 mois, du temps qui passe, il me revient en plein visage, avec 2 seuls souvenirs. Le premier, c'est je suis nue dans mon lit, mais j'avais la sensation d'être nue sur la glace d'une banquise, levée en chien de fusil, tremblotante, avec des soubresauts. Mon corps était là, j'avais peur de mourir. Et le deuxième flash, je me réveille à nouveau, je vois mon petit radiateur à huile allumé à fond avec la couette presque dessus, j'ai soif, j'ai la gorge sèche. Et là, je me lève et je me dis, je vais boire un verre d'eau et je me recouche d'une manière machinale. Donc voilà, ce sera les 2 seuls souvenirs que je me souviendrai. Je dis à commandant Brex, je vais porter plainte. Donc j'ai changé tous les noms, effectivement, dans le livre, c'est une affaire criminelle. Alors pour porter plainte, ce n'est pas si simple que ça, dans le sens où l'affaire est instruite à Nice et moi je suis à Paris. Alors c'est vrai que je voulais porter plainte avant d'aller faire ma pièce de théâtre, Le Marivaux, qui sera ma dernière pièce de théâtre en fait. Ça je ne le sais pas encore. Mais c'est vrai que quand vous apprenez que vous avez été drogué, violé quelque part, tout un système de mécanismes de défense se met en place, des difficultés de concentration, de mémorisation. Je ne supportais plus le regard du metteur en scène, je ne supportais plus les odeurs. Enfin bref, donc on se quitte et là naîtra le fantôme de la comédienne, mais je ne le savais pas encore. Donc le temps passe, je reviens. Je décide de porter plainte, donc je vais vous éviter tout ce qui est la lourdeur du parcours du combattant quand on porte plainte. Donc c'est un dépôt de plainte. Donc finalement, commandant Brex viendra prendre ma déposition à Paris parce que j'estimais que ce n'était pas à moi à descendre à Nice du fait que j'étais présumée victime. Donc une petite aparté, en France, tant qu'un jugement n'est pas fait, vous êtes présumé victime et il y a un présumé agresseur. Donc, le dépôt de plainte, la confrontation surprise, les expertises, parce que la première ne me convenait pas, donc j'ai mandaté, j'ai voulu faire une seconde expertise médicale, et ensuite le procès. Alors là, 7 journées d'assises, c'est une expérience inoubliable, extraordinaire, qui est d'une violence extrême. Alors le procès, c'est une grande scène de théâtre. Moi, je pensais que c'était du bois, que c'était ancien, avec des personnes comme ça. En fait, non, c'est vraiment incroyable. C'était neuf, beau, des belles personnes. Et voilà, chaque personne du procès a une place. Alors, c'est vrai que vu qu'on était 12 présumées victimes, on ne savait pas si on tiendrait toutes dans le box. Ça a été compliqué, mais on a tenu, en fait, quand même. On s'est tenu chaud, quoi. Et donc ensuite, le procès, la sentence. Donc, j'avais convenu avec mon avocate de parler le premier jour et le dernier jour aux médias. Pourquoi parler aux médias? Parce que j'estimais... Alors, je suis assez fière quelque part parce que je fais partie des premières personnes à avoir parlé à visage découvert. Pourquoi? Simplement, j'estimais que la honte devait revenir aux agresseurs, mais pas aux victimes.
Donc je parle au premier jour, au dernier jour, je salue mon avocate et là tout se termine. Je suis en haut des marches du palais de justice de Nice, qui ressemble un peu du palais Festival de Cannes, où j'irai quelques jours après, ça sera le dernier pour me changer les idées. Et je descends ces grandes marches. Alors c'est vrai qu'il faisait un soleil, mais alors absolument magnifique. Et je vous assure que de souffrir sous le soleil, c'est pas la même chose s'il avait fait moins 18. Donc, je descends ces marches. Il a écopé de 18 ans avec 2 tiers incompressibles. Et je descends ces marches avec le poids des mots du procès qui résonnent dans ma tête et tout ce qu'on a pu y entendre qui était horrible, d'une violence extrême. Donc j'arrive dans un Porsche, je sens que les larmes commencent à monter, comme plusieurs fois lors de cette procédure. Après les confrontations, les expertises, je vais me cacher donc sous ce Porsche. Et là, effectivement, les larmes coulent à flot. Ça sort, il faut que ça sorte. Et là, je me dis, je vais appeler un ami. Heureusement, il répond. Je lui dis, tu sais, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ce que j'ai vécu. C'est inacceptable, je n'accepterai jamais. Je ne pourrai jamais accepter ça. Et je lui dis, tu sais, il va falloir que je fasse quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'il m'a infligé, de ce que la vie qu'il veut me donner. Et je vais faire quelque chose de beaucoup plus grand. Je vais écrire un livre. Parce que écrire un livre ou réaliser un film, c'est communiquer, c'est empêcher peut-être le pire pour les autres. Donc voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur les clés. Sur les clés, mes clés de la résilience, peut-être des clés universelles. Après, chacun peut trouver ses clés, effectivement. Il peut y avoir des plus petites clés. Et ces clés, elles vont commencer. Donc voilà, j'ai un trousseau de clés. Il va falloir que j'ouvre des portes. Parce que, est-ce que je vais m'en sortir dans toute cette histoire? Alors, les faits datent de, maintenant, il y a 20 ans. Et donc, je voulais quand même vous dire aussi, j'ai mis quelques citations. Il y en a une, donc de Boris Cyrulnik, que vous devez connaître. La résilience qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. Donc, je vais revenir sur ces clés. La première clé pour moi, enfin, la première clé, non. En fait, toutes les clés, elles n'ont pas de sens. Enfin, elles sont aussi importantes les unes que les autres. Donc, en tout cas, la première chose que j'ai fait quand je suis revenue du procès, c'est d'aller voir mon psy. Et en fait, la première chose que j'ai faite, c'est de prendre une décision. Et la décision avec un objectif. Donc, j'avais l'objectif du livre, comme je vous ai expliqué, et la décision. Parce que quand on sort d'un procès, on est vraiment enveloppé du noir. Vraiment, je sais pas, il y a des kilomètres de nuages noirs au-dessus de vous, autour de vous. Et vous dites, mais comment vous allez faire avec tout ça, quoi? Comment continuer à vivre avec tout ça? Parce que, évidemment, quand on sort, je suis sortie de ce procès, clairement, j'avais plus envie de vivre, ça ne m'intéressait pas. Alors, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de forcément suicidaire, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui passent à l'acte quand la souffrance est extrême. Mais je pense qu'avec des objectifs et des grandes décisions, on peut passer à travers tout ça. Donc, la décision, ça a été dans le cabinet de mon psy. Ou alors, c'est bizarre, j'ai souvent des messages de la vie, c'est une chance. Ou alors, l'avait-il fait exprès, je ne saurais jamais. Donc, je suis avec lui et puis le téléphone sonne et il parle avec un confrère à lui. Et il lui dit, son confrère, surtout ne reste pas anxieux, tu es face à un patient qui est au bord du gouffre, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est tu ne peux rien faire pour lui, c'est à lui de prendre la décision de vivre ou non. Bon, voilà, j'ai pris le message quand même pour moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, je rentre chez moi avec ça dans la poche. Et évidemment, je mets une semaine à me dire, voilà, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Comment tu vas vivre? Est-ce que tu vas vivre? Est-ce que tu as envie de continuer à vivre? Le problème, ce n'est pas de se dire si on a envie de continuer à vivre ou pas, au final. Mais c'est dans quelle dépendance tu ne vas pas tomber qui vont te détruire au fil des années et qui deviendra, ou ça deviendra une mort lente. Il y a des dépendances. Voilà, vous mourrez à petit feu. Et donc, dans le temps, voilà, c'est un suicide lent. C'est un suicide quelque part. Donc, j'ai pris une décision. J'ai pris cette grande décision
ok, si tu dois continuer à vivre, ça sera à une seule condition, à une seule. C'est celle de continuer à vivre en étant heureuse. Donc, ensuite, voilà, j'ai mon objectif, j'ai le livre. J'écris donc le matin, le soir, j'écris tout le temps en fait. C'est un objectif. Alors c'est vrai que l'énergie de la résilience, ce qui est sublime avec cette énergie, c'est qu'elle vous botte les fesses en fait. L'énergie de la résilience, elle ne s'arrête jamais. Elle est tout le temps là, vous poussez, c'est même presque trop facile de réaliser les objectifs. Donc j'écris tout le temps, dès que je peux au travail, dès qu'il y a un moment, j'écris et comme ça j'arrive à 80% de mon livre et je mets de côté. C'est vrai qu'écrire, c'est lâcher ce qu'on a dans l'inconscient, c'est lâcher ce qui ne va pas, c'est lâcher des émotions, c'est vraiment des moments magnifiques. Vous partez de 0 page blanche et vous arrivez à 250 pages, des milliers de caractères, c'est vraiment absolument génial et puis vous pouvez changer l'histoire, la transformer ou pas. C'est vrai que moi, je conseille vraiment, s'il y a des personnes qui veulent faire des arts créatifs, par exemple, les arts créatifs sont, pour moi, une clé de la résilience aussi. Parce que l'art créatif, comme l'écriture, c'est jeter des mots, c'est jeter ce qui se passe dans notre tête, c'est créer. Peut-être un jour, vous sortez votre livre. Et un jour, comme moi, c'est vrai que j'ai eu la chance que les journalistes s'intéressent à mon histoire. Et ça, c'était une résilience aussi. C'est que j'ai pu faire beaucoup d'interviews et passer mes messages. Et quelque part, ces messages, ils étaient importants parce qu'ils ont aidé aussi à avancer sur certains sujets. Donc les arts créatifs. Les arts créatifs, alors, il y en a plein en fait. Il faut vraiment choisir, je dirais, celui qui va le mieux nous correspondre. C'est peut-être faire un art créatif qu'on a envie de faire depuis petit, qu'on rêve de faire. Et pourquoi pas le faire un jour. Alors, les arts créatifs, ça peut être aussi bien la peinture. La peinture, vous voyez, vous êtes face à une page blanche et vous pouvez prendre tout le matériel. Vous allez en haut d'une montagne, vous regardez la montagne, le ciel, vous peignez ça, ou je sais pas, vous improvisez quelque chose, ou vous voyez un petit écureuil qui passe. Voilà, vous êtes avec la nature. Vous pouvez vraiment libérer les choses. Vous pouvez libérer de ce qui se passe dans votre mental et peut-être libérer des choses que vous n'avez même pas accès. Donc je trouve ça magnifique de pouvoir jeter des couleurs en plus. On peut faire des peintures avec des couleurs extraordinaires. Jeter des couleurs comme ça, c'est magnifique. Et après, dans les arts créatifs, ça pourrait être simplement de la couture, simplement pour plus penser à l'horreur, pour plus penser au noir. Parce qu'en fait, dans tout ça, l'idée, c'est de faire plein de petites choses pour remplacer la noirceur, l'horreur, la crasse de l'agresseur qu'on a sous la peau, la crasse du traumatisme. Donc ça peut être de la couture, ça pourrait être du théâtre avec un metteur en scène, dans une compagnie. Alors, ce qui est super sympa quand même quand vous êtes dans une troupe, c'est qu'à la fin vous pouvez boire un verre, une petite bière avec les collègues, c'est super sympa. Ou alors en tout cas, quand vous êtes sur scène vous allez jouer un rôle, déjà vous êtes malheureux. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez prendre un rôle joyeux, un rôle comique. Tout d'un coup vous allez changer d'humeur. Et avec les personnages, on peut changer d'humeur, ou bien au contraire, si on a des trucs qui sont coincés dans les tripes comme ça, on peut prendre une tragédie de Racine, et puis quand on va jouer sur scène, les larmes vont couler, et on va faire sortir tout ce qui ne va pas. Ça, c'est important. Alors, j'ai oublié une citation du Dalai Lama. « Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, il ne dépend que de nous. » Alors le sport, c'est une clé aussi. Le sport, pourquoi? Pour le mental. On me l'a répété. Le sport, vous savez, j'ai eu un coach. J'ai un coach et c'est vrai qu'il y a quelques mois, plus d'une année, j'ai eu une période, franchement, je n'avais pas marché plus de 5 minutes. Je faisais de là, j'ai eu une période d'anxiété après le Covid, changement de vie, changement d'orientation professionnelle. Et donc, plus de sport. Et mon coach, il me dit non, mais il faut que tu fasses du sport, quoi. Va au sport, quoi. Et tu dois faire du sport. Et je lui dis attends, j'arrive pas à me lever de mon fauteuil, tu veux que je fasse comment? Il me dit si, tu vas aller faire du crossfit. Ok, je lui dis dans ma tête, il y a un problème, quoi. Je marche pas 5 minutes, il me dit d'aller faire du crossfit. Je lui dis mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête, quoi? Et puis, en fait, ce coach, il me martèle. D'ailleurs, il s'appelle Fabien.
Et il me martèle, il me martèle. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe. Il me met au défi sur un truc que je vais faire, que je n'ai pas fait. Je lui dis, OK, ça va, je vais faire ma séance de sport. J'étais même pas inscrite. Il dit, t'es inscrite? Oui, je suis inscrite. Et j'y suis allée. Tu sais, tu ne savais pas ça. Et c'est vrai que finalement, les coachs, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Ils voient des choses pour nous, mais qu'on ne voit vraiment pas. Et quand j'étais faire cette séance de sport de CrossFit, mais c'était génial. C'était un lâcher-prise du corps. On sort, vous rentrez anxieux, vous n'êtes pas bien, vous sortez, mais vous êtes heureux, vous vous sentez bien, vous êtes léger, vous avez un super mental. Allez, c'est l'attaque. Alors bien sûr, moi, c'était le CrossFit, mais après, ça aurait pu être la plongée. La plongée, mine de rien, 2 plongées dans une journée, c'est 800 calories. Donc, c'est comme sportif. Donc, vous plongez. C'est magnifique de pouvoir plonger, nager et respirer sous l'eau, quoi. Vous pouvez voir des petits bancs de poissons, le soleil qui tombe sur un banc de barracuda qui vous enveloppe. Vous voyez des récifs, peut-être il y a des requins au loin qui vous regardent. En Égypte, ça arrive, il y en a qui se cachent. Et donc... vous plongez, c'est génial, vous vivez des moments merveilleux, vous êtes avec d'autres personnes, vous vivez des choses avec d'autres personnes, vous partagez des moments absolument fantastiques. Et puis ça peut être la plongée, mais ça pourrait être du tir à l'arc, qui soit quelque chose de beaucoup plus dans la concentration, ou alors de la randonnée. Vous avez des amis qui vous disent, des pros, qui courent en haut de la montagne, qui montent comme ça en courant, ils font 12 fois ça pour entraîner des gens, ils font 90 km dans la journée, ils entraînent 9 personnes. Il grille 8000 calories. Alors moi, j'ai calculé 8000 calories. Ça fait combien de pâtisseries qu'on pourrait manger dans une journée? Bon. Alors, donc, la randonnée, tout ça, vous montez, vous êtes accompagné en équipe, vous montez comme ça, vous n'arrivez pas, vous n'avez pas respiré, mais vous arrivez en haut de la montagne. Et puis parfois, il y en a qui préparent un petit encas, petit verre de vin blanc, incroyable. Et puis, vous redescendez, c'est tellement magnifique. Et puis, vous vous dépassez. Et puis, surtout, vous reprenez le contrôle sur votre corps. Parce que le sport, c'est le contrôle du mental, mais de votre corps. Et si vous avez mal au corps, c'est vous qui avez décidé d'avoir mal au corps. Et c'est vous qui avez décidé d'avoir les courbatures. Alors, ma citation pour le sport, c'est « Marcher sur la Lune est compliqué, pas marcher jusqu'à la salle de sport ». Alors maintenant, on va arriver au spirituel, une autre clé. Alors, comme je vous disais, j'ai eu des messages de la vie et 2 personnes, et je ne savais pas que j'irais dans cet endroit aussi souvent. 2 personnes me parlent de la chapelle miraculeuse rue du Bac, qui est connue mondialement. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, il y a des gens du monde entier qui viennent se recueillir dans cet endroit. Alors je me dis, il y a des miracles qui se passent. Je vais aller voir s'il y a des miracles qui se produisent. Je vais faire un tour. Le fait est que j'irai beaucoup dans cet endroit. Ce n'est pas parce que c'est une chapelle miraculeuse. Mais il y a un endroit, en fait, il y a écrit « Agenouillez-vous en bas de ces marches et vos vœux seront exaucés ». Alors j'y suis allée. Souvent, les yeux, les larmes remontaient. Vous savez, quand je me sentais crasseuse, l'angoisse de mon agresseur, au moment du procès, avant le procès, après, pour me nettoyer, c'était un endroit qui me purifiait, pas parce que c'était une église, que vous pourriez trouver, ou quelqu'un qui est dans la souffrance pourrait trouver un autre endroit. Un rocher, un endroit à la montagne, un endroit spirituel. Un endroit spirituel qui pourrait vous ressourcer et faire de vous nettoyer, de vous enlever, de repartir avec une haute énergie et repartir avec une énergie lumineuse. Vous repartez lumineux et léger. Et j'ai trouvé vraiment cet endroit magnifique. Mais il existe tellement d'endroits où on peut se ressourcer. C'est de trouver son petit endroit à soi. On va se sentir bien, mais vraiment, on va y aller. Ça va être une douche énergétique. C'est absolument magnifique. Et là, il y a aussi des musiques qui accompagnent ces moments spirituels, parce que j'en ai fait maintenant mon métier, parce que j'accompagne des personnes avec Bye Bye l'anxiété. Et en fait, les musiques sont importantes aussi quand on fait des séances de sophromagnétisme. Et il y a une musique que j'adore, qui pourrait être lancée peut-être. Le temps que ça démarre, peut-être. Essayez de ressentir, vraiment, et je la trouve tellement magnifique. Je peux même fermer les yeux.
exercice de bien-être en laissant la musique en fond. Avec vous, si vous le voulez, bien sûr. Si vous êtes OK. Vous êtes OK? Alors voilà. Cette musique, je l'écoute parfois, souvent, beaucoup. Et après, ça peut être d'autres. Et je le fais aussi avec certaines séances en sophromagnétisme. Mais là, on va faire quelque chose de très simple. Voilà, essayer de ressentir cette musique dans le corps. Au niveau du chakra cœur. Au niveau du corps, au niveau du bassin, où il y a le chakra racine, on a le chakra couronne. Essayez de ressentir cette musique. Vraiment, on peut peut-être monter un petit peu plus, si c'est possible. De ressentir, là, au niveau du chakra cœur, une lumière. On peut même fermer les yeux, si vous voulez. Si vous voulez jouer le jeu, de fermer les yeux. Et au niveau, cette musique, la ressentir là, au niveau de ce chakra. Imaginez une lumière bienfaisante, une lumière de bien-être, une lumière d'apaisement, une lumière qui fait du bien. Et cette lumière, elle s'étend. Elle s'étend en dehors de votre corps. Elle s'étend dans cet endroit. Tous ensemble, cette lumière va prendre la place de toute cette salle. Et cette lumière va aller encore plus loin que cette salle. Et cette lumière va aller encore plus loin que cette région, que la France. Et elle va s'étendre, cette lumière de bien-être, de sensation de légèreté au niveau du chakra cœur, de tout le corps. Toutes les parties du corps peuvent se détendre. Et cette lumière, elle continue sur toute la Terre, elle rejoint tout l'univers. Et là, on est connecté avec tous les éléments. De la terre ancrée, avec des racines qui sortent des pieds, de la plante des pieds qui vont dans la terre. Et voilà, on est reliés. Et comme ça, dans son chakra cœur, on laisse partir tout ce qui ne va pas. Toutes les émotions qu'on ne veut pas négatives, sur l'expiration. Et sur l'inspiration, on se remplit de cette lumière qui permet d'apaiser, de détendre tout le corps. Alors, je ne vais pas le faire trop longtemps. Et c'est des séances qu'on pourrait faire avec des paysages de mer, de montagne, avec un joli coucher de soleil, avec un fond de coucher de soleil violacé, rosacé, avec la mer, le ressac des vagues, et être complètement détendu. Et je vais raccourcir, et vous pouvez revenir à vous, ouvrir les yeux tranquillement quand c'est le moment pour vous. Je vais couper le canal aussi. Donc voilà, avec la musique, ces musiques, avec mon nouveau travail qui est d'accompagner d'autres personnes, on m'a tellement tendu les mains, je vais en arriver avec les accompagnants, que maintenant je retends la main aux personnes qui sont très anxieuses et je leur redonne de la haute énergie. Et à chaque fois, c'est des grands moments de joie de voir les résultats. Alors les accompagnants, évidemment, les accompagnants, c'est super important. Alors là, je vais commencer par une citation. Alors la citation, méfiez-vous des citations sur Internet, elles ne sont pas toutes vraies. Et on voit une photo et la signature, Émile Zola, 1885. Alors les accompagnants, c'est vrai que les accompagnants, j'ai eu la chance de toutes ces mains tendues, des psys, des psychologues, des coachs, des amis, des associations de victimes. C'est vrai que c'est des personnes. C'est vrai que quand on est dans la souffrance, on a tendance à se dire, à se fermer. On reçoit 3 coups de fil et après, on ne répond pas. Et si on ne répond pas, les personnes qui nous jettent des coups de fil, elles arrêtent. Et je trouve que c'est la pire des situations de se retrouver tout seul, reclus chez soi. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est important de se forcer au niveau du mental et se forcer à faire des choses pour sortir de sa situation de victime. Et je veux revenir aussi sur un fait, c'est que quand on est victime, c'est le moment du fait. Et après, pourquoi continuer à être victime ? C'est ça où la société, quelque part, pour essayer de protéger les victimes, met les victimes dans la survictimisation.
Et moi, je suis plutôt pour dédramatiser les choses. Alors bien sûr, il ne faut pas... un drame est un drame, il ne faut pas en faire moins, mais je trouve qu'il ne faudrait pas en faire plus non plus. Alors, c'est vrai que les accompagnants, ils sont là pour nous aider et pour aider les victimes. Et surtout, là, c'est une aparté. Si vous connaissez ou si un jour vous devez porter plainte, je ne vous le souhaite pas, mais si vous connaissez quelqu'un qui doit porter plainte, il y a une chose qui est vraiment hyper importante, qui est essentielle, c'est de se faire accompagner d'un avocat. Je crois à l'heure actuelle, le chiffre est, je ne suis pas certaine, mais on est à peu près à 90% de plaintes recalées, refusées, rejetées. Donc, c'est-à-dire déjà, il n'y a pas beaucoup de victimes qui portent plainte. 90% sont rejetées. C'est simplement catastrophique. Et avoir une plainte rejetée quand on prend la décision de porter plainte, c'est simplement horrible, surtout que les délais des dossiers, maintenant, c'est 2-3 ans. Donc, pour vous dire que votre plainte est rejetée. Donc après, si vous portez plainte, évidemment, les dossiers, c'est 3-4 ans avant de pouvoir passer devant le juge. Mais ça, c'est le système qui veut ça. Et malheureusement, peut-être qu'un jour, ça sera raccourci parce que pour une victime qui attend 3 ou 5 ans, moi j'ai attendu 3 ans, c'est simplement l'enfer. Donc les accompagnants, c'est les coachs, c'est des amis, c'est des personnes comme Philippe. Alors j'avais appelé Maurice dans mon livre. Et en fait, Philippe, c'est marrant parce que souvent, on a accompagné plutôt des gens. Enfin, c'est très dur, je trouve, de parler à sa famille ou à des amis. Parce que si vous souffrez énormément, vous allez voir une souffrance qu'ils vont ressentir par rapport à vous. Et c'est difficile de voir votre famille ou vos amis souffrir. Or, souvent, on a quelqu'un qui arrive sur notre chemin un jour. J'arrive à une association d'artistes, et puis j'y vais comme ça. Et puis je vois un monsieur avec une bonne bonhomie. Je m'assois, pourtant tout va assez bien. Et je m'écroule en pleurs. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est arrivé comme ça. Et il me présente donc à Philippe. Et Philippe, c'est devenu quelqu'un qui m'a accompagné tout le long de la procédure, avant le procès, pendant et après. Et après, on s'est séparés. Mais du coup, c'est quelqu'un qui était dans l'émotionnel, un petit peu, mais pas trop. Et puis alors, il avait un truc, Philippe, c'est qu'un jour, il m'avait raconté tous les diplômes qu'il avait, en biochimie, en molécules, je ne sais pas trop quoi, vraiment, mais je ne sais pas, des dizaines, quinzaines de diplômes. Donc moi, ça m'intéressait, vu que j'étais droguée, pour comprendre les conséquences de certaines drogues qu'on pouvait ingurgiter. Et la complicité des accompagnants, c'est ça aussi, c'est qu'il est venu porter plainte. Quand j'ai porté plainte, il est venu au procès. Donc il est venu témoigner. Et je lui dis, comme Philippe, ça serait super sympa que quand tu vas te présenter, tu fasses l'énumération de tous tes diplômes. Franchement, j'ai beaucoup ri quand même. Il y a des moments, il faut rire. Même dans un procès, on arrive à rire, c'est quand même incroyable. Donc voilà, les accompagnants, c'était touchant, forcément. C'était touchant de voir Philippe qui m'a accompagnée. Et donc, aussi, ce qui est vraiment... moi, ce que je trouve génial maintenant, voilà, si je parle de mon viol ou du viol que j'ai vécu il y a maintenant 20 ans, exactement 20 ans, c'est qu'en fait, ça ne me fait pas plus l'effet, au niveau émotionnel, qu'acheter ma baguette de pain chez le commerçant, chez mes voisins boulangers. Ça ne me fait pas plus d'effet, en fait. Et donc, ça, je souhaite vraiment aux victimes de pouvoir vivre cela, cette résilience-là. Se dire qu'on a tellement... En fait, c'est parti de quoi tout ça? C'est qu'un jour, un ami m'appelle, il me dit « Viens à une soirée ». Et je ne sortais plus, je ne pouvais plus prendre le métro, je ne pouvais supporter plus de voir les gens. Et je sors et je vais à cette soirée, c'est un DJ, je bois un petit verre de vin rouge. Franchement, c'était cool. L'ambiance, il y a une ambiance, la musique relax. Et là, tout d'un coup, je me sens super bien, quoi. Un petit moment de bonheur. Et en fait, c'est tous ces petits moments de bonheur, on allume des lumières, et en fait, tous ces petits moments de bonheur vont faire qu'à un moment donné, vous voyez, c'est comme ces grandes villes éclairées. En fait, la ville, il y a tellement de lumière partout, vous ne voyez plus le noir. Et votre vie, comme ça, est éclairée comme ça. Alors, je voulais parler aussi d'une chose, des journalistes. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance que les journalistes s'intéressent à mon histoire, à mon livre. Et j'ai fait beaucoup d'expériences avec eux, aussi bien des reportages. Donc vraiment, c'était des belles expériences qui duraient des journées entières. Ça a été des reportages en France Dimanche, Temps Présent, etc., France 2. Et à chaque fois, ils ont eu la pertinence de me poser des questions que jamais aucun des autres m'avait posées.
Alors, il y en a comme une qui ne m'ont pas posée. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de gratitude aussi pour les accompagnants, toutes les personnes qui m'ont accompagnée, évidemment. Et aussi pour les journalistes qui m'ont accompagnée, parce que ça a été aussi pour moi une résilience, de vivre cette expérience extraordinaire, de pouvoir passer mes messages. Mais il y a une question qu'ils ne m'ont pas posée. Et je me suis posé ça, et j'ai fait vraiment beaucoup d'interviews aux radios et tout. Je me suis dit, mais pourquoi ils ne me posent pas cette question? Alors attention, on va sur un sujet tabou, encore plus tabou. Donc c'est la question de la sexualité des victimes et de la relation aux hommes. Donc, il faudra que je leur pose la question, pourquoi ils ne m'ont jamais posé cette question-là. Alors j'aimerais en parler parce que du coup, lors d'un procès, on va parler de cela en fait. On va parler justement de la reconstruction et de la sexualité d'une victime. On va imaginer qu'on va attendre deux fils. Alors là-bas, c'est le viol, à l'extrémité. Il y a 2 fils, le viol là. Et de l'autre côté, il y a la sexualité d'une femme, du coup. Dans tous les cas, les victimes de viol, elles reprennent le contrôle sur leur corps à leur manière. Et chacune fait comme il peut. Donc, d'un côté, on a la personne qui était violée, mais du coup, peut-être qui reprend le contrôle sur son corps en n'ayant plus du tout de sexualité, plus du tout de libido, ça ne l'intéresse plus du tout. Elle reprend le contrôle sur son corps. Et puis, il y a de l'autre côté l'effet inverse, et c'est très bien expliqué par les psychologues ou les experts lors du procès, c'est que vous pouvez avoir la personne qui a été victime de viol, du coup, qui va se rapprocher. Donc on va dire qu'il y a la sexualité, on va dire un peu classique. Et puis c'est vrai que j'avais vu une formation en sexothérapie où vous avez 4 types de sexualité. Donc il y a la sexualité sensuelle, la sexualité énergétique, animale et transgressive. Alors on peut imaginer qu'une personne qui était victime de viol, donc où le viol est là-bas, elle peut se rapprocher de cette zone avec des sexualités plus transgressives ou animales, ou des sexualités qui vont être beaucoup plus transgressives, simplement. Après, et peut-être ça peut varier. Ça peut, les victimes peuvent changer de zone, évidemment. Donc je voulais revenir quand même là-dessus. Puis bon, la relation aux hommes, ça je dirais que si ça a toujours été facile, peut-être ça peut rester facile. Si ça a été facile, peut-être ça peut devenir compliqué. Si c'était compliqué, ça peut continuer à être encore plus compliqué, en fait. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas comment je vais... je voulais faire aussi parler d'un exercice qui me... Est-ce que je m'aventure là-dedans? Ouais, j'ai un petit peu de temps. Sur un exercice aussi que je trouve intéressant, c'est que finalement, on a des émotions dans notre corps. Alors, si vous voulez vous livrer un petit exercice, si vous voulez encore... Oui, ouais. Ouais, merci pour les encouragements. Alors le premier exercice, ça serait se dire, allez, on peut fermer les yeux pour ressentir vraiment l'émotion qu'on a dans son corps. Essayer de trouver une émotion. Alors si c'est la joie, l'amour, c'est génial. Mais là, on va plutôt essayer de travailler sur une situation ou une émotion qu'on a dans notre corps qu'on veut traiter, qu'on veut faire évoluer. Donc l'émotion, vous la ressentez. Essayez de la ressentir. C'est la première chose qui vous vient ou le premier mot qui vous vient. Il y a un premier mot qui peut vous venir. Donc voilà. Ensuite, forcément, ça va être lié soit à une situation, soit à une personne ou à un événement. Donc on relie ça avec la situation, l'événement, la personne. Je pense qu'on trouve assez rapidement. Et ensuite, je vais vous dire les 5 blessures de l'âme. Et il y a un mot, peut-être plusieurs, mais c'est bien d'en choisir un. Vous allez être relié avec ce mot-là, en fait. Et vous allez prendre celui qui vous parle le plus. Donc, je vais les répéter. Donc, c'est les 5 blessures de l'âme. Vous avez le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Donc, vous avez votre émotion, vous avez une personne, situation, un événement. Vous avez les blessures de l'âme, c'est relié soit au rejet, soit à l'abandon, soit à l'humiliation, soit la trahison, soit l'injustice. Et ensuite, vous allez vous dire, dans cette situation, c'est-à-dire que j'ai des besoins qui ne sont pas satisfaits. Vous pouvez vous dire quelques besoins satisfaits, un ou plusieurs.
comme vous voulez. Vous ne vous en mettez pas 100, on n'aura pas le temps. Mais quelques-uns ou un. Et ensuite, on va revenir sur le fait que dans la situation, on va créer maintenant, faire en sorte de voir comment on peut satisfaire ce besoin. Donc, on peut faire une petite liste soit d'un mot, soit de voir quels sont les besoins qui sont pas satisfaits, qui sont à satisfaire, après ceux qui ne sont pas satisfaits. Donc, quand on a les besoins à satisfaire, donc on pose une action. Donc ça peut être une discussion, ça peut être ce que vous voulez comme action. Et avec cette action, en réglant avec l'action, on va régler le problème de l'émotion. Voilà. C'est un petit exercice que vous pourrez refaire si vous voulez. Et je trouve qu'il est très très efficace. Vous pourrez vous rouvrir les yeux. Il est très très efficace et j'aime bien le faire quand je vois des personnes qui sont dans le stress en fait. Et ça marche assez bien. Donc, je ne sais pas comment je vais finir cette conférence, en fait, pour tout vous dire. Voilà, mais on arrive un petit peu au bout de cette conférence. Pardon ? J'ai pas entendu, pardon ? Ah, voilà, ouais, c'est une bonne idée. Ouais, mais je vais essayer de retomber sur mes pieds quand même. Donc vous avez compris, il y a eu un scénario apocalyptique, un moment de ma vie qui était extrêmement horrible, enfin, d'une violence extrême. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes bienveillantes et j'ai eu la malchance de rencontrer aussi des personnes, effectivement, qui ont été malveillantes avec moi. Alors, vous avez compris, il y a eu l'appel du commandant Brex, il y a eu monsieur Bip, l'autre, qui a purgé sa peine. Il y a eu les accompagnants, il y a eu le sport, le spirituel, l'écriture du livre. Et en fait, tout ceci m'a permis de revenir la personne passionnée que j'étais il y a 20 ans. J'ai vécu vraiment une passion extraordinaire. Et là, à nouveau, je revis des passions. Et je trouve ça magnifique. Alors, j'ai cru comprendre, de ce que j'ai pu entendre, que peut-être Cécile, elle recommençait à écrire un second livre. Et c'est vrai que les rêves nous font avancer, les objectifs aussi, comme je vous disais. Et peut-être toujours le rêve de réaliser son film. Sait-on jamais, si j'ai été entendue. Et surtout qu'elle allait faire une conférence à La Rochelle. Et oui, que ce soir, elle serait avec vous et qu'elle va faire encore quelques pas de la résilience avec vous. Merci. Alors, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre avec grand plaisir. Oui ? Excusez-moi, je n'entends pas. Je ne sais pas s'il y a un micro éventuellement ou... Alors c'est très difficile quand on... Alors je vais reprendre, je ne sais pas s'il y a un micro ou je vais redire votre question. Donc est-ce que c'est très difficile quand on était violé de se reconstruire ? Oui. Ouais. Le viol ou de se reconstruire, d'arriver à se reconstruire ? Ouais. C'est notre société, malheureusement. C'est pour ça que, en fait, moi, j'aime faire... ce que j'ai apprécié, en fait, quand j'ai fait les conférences, c'est qu'après, ou quand j'ai fait la communication du livre, j'ai pu discuter, en fait, avec les personnes. Et quand les personnes, elles rentrent chez elles parlent avec des amis, leur famille, elles vont faire de la prévention, en fait. Et en fait, on est dans une société où, si on fait de la prévention ou de la dissuasion, ça permet d'aider et de peut-être empêcher le pire pour les autres. Donc moi, ma mission, c'est ça, c'est de parler. Mais vous voyez, sans faire un drame de ce que j'ai vécu, effectivement, c'est extrêmement difficile de s'en sortir, mais c'est possible. Et c'est vrai que je vois beaucoup de victimes, malheureusement, qui sont restées accrochées à un moment donné à leur drame et qui ressassent ça toute leur vie. Et c'est absolument horrible et détruisent leur vie. Et c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment des clés. Je pense que si on utilise un certain nombre de clés, on est obligé de s'en sortir. Mais c'est hyper important. Le meilleur conseil que vous pourriez donner si vous rencontriez une victime, c'est de dire prends la décision de vivre, et d'assurer ta vie et surtout de rester responsable de ta vie.
C'est pas les autres qui vont faire que tu vas te reconstruire. C'est pas les autres qui vont devoir pleurer qui vont faire que tu vas te reconstruire. Reste responsable de ta vie ou reprends la responsabilité de ta vie. Alors il y a un truc justement, ça me fait penser à la télécommande. J'ai vu ça sur Internet. Et en fait, il y a une télécommande. Il y a un monsieur qui va voir un moine. Il lui dit voilà, j'ai une télécommande. Et la télécommande, il faut bien la garder. Parce que la télécommande, parfois, on la remet aux autres. Et sur cette télécommande, en fait, vous avez les boutons des émotions, de vos émotions, de votre vie. La joie, l'amour, la haine, la colère, la tristesse, en fait, toutes les émotions existantes. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette télécommande, alors parfois, on est obligé de la donner. Voilà, quand j'étais violée, la télécommande, on me l'a volée. Mais je l'ai récupérée et je ne l'ai pas laissée à mon agresseur. Et ça, c'est en fait hyper important de bien garder le contrôle et de garder notre télécommande de notre vie. Et avec cette responsabilité, et si on prend cette décision, on est obligé d'y arriver. Et bien sûr, avec les psys et les accompagnants qui accompagnent et qui ont tellement l'habitude de voir des victimes, ils connaissent le fonctionnement, en fait. Donc, si les gens se posent la question, est-ce que je dois aller voir un psy ou pas? Oui, vas-y, encouragez-le. Parce que les psys ont tellement l'habitude, ils passent par là, le patient il passe par là, et puis il vous fait avancer beaucoup plus vite. Et les coachs aussi, parce que ça casse l'ego, les croyances, le passé, l'éducation, les trucs qui vont pas, et du coup, voilà, vous avancez super vite. Hein. Voilà. Merci. Ah, il y a une question là-haut, Noélie. J'arrive. C'est possible d'avoir le titre de la chanson? Ah oui, ça se trouve sur une application qui s'appelle Bandcamp, B-A-N-D-C-A-M-P. C'est Stellar. Ah ouais, peut-être on peut remettre. Vous voulez l'entendre, l'écouter? Allez, moi j'adore, je suis fan. On ferme les yeux là, faut pas que je tombe. Vous voulez l'écouter entière? 10 minutes, hein? Vous voulez ou pas? Si un non, levez la main. Si un non, levez la main. Est-ce qu'on peut? On a le temps? Ouais, on a le temps. On peut refaire le voyage qu'on a fait avant. On peut. En fait, tout le monde voudrait écouter la musique entière, si c'est possible. C'est Stellar. À part si vous avez d'autres questions. Mais je pense qu'il y avait d'autres questions ou pas? Ah oui, il y a une question, pardon. On peut le mettre en fond. Je vais avoir besoin de cette musique, parce que là, il y a Fabien, il va me sortir une question. J'ai besoin de la musique. Les anges, soyez avec moi, s'il vous plaît. Attends, je suis là. Je vais pouvoir t'aider, peut-être. Ah ouais. Ah, j'ai pas parlé de Noélie aussi. Noélie, qui nous a fait un accueil et qui est une personnalité extraordinaire et qui vous fait descendre l'énergie, qui est fantastique. J'étais heureuse de la retrouver en venant à La Rochelle ici. Tout d'abord, félicitations à toi. Merci. T'es sûr? Ouais, très sûr. Et je voulais juste savoir si tu continues le CrossFit ou pas. Tu sais quoi? Dans l'affiche, j'ai failli dire que j'allais anticiper ta question. Et à ton avis? Bien sûr. Alors, j'ai beaucoup marché. Franchement, j'ai fait des marches en montagne de 3 heures. J'ai même couru dans le noir parce que j'ai peur du noir, j'ai peur des garages. Et j'ai couru, j'ai monté en pleine montagne toute seule. Donc, j'ai dépassé des peurs. Voilà, l'anxiété, on peut dépasser des peurs comme ça. Après, franchement, dans le garage, vous avez couru une demi-heure dans le noir, mais en pleine campagne, il n'y a personne. C'est bon, vous n'avez plus peur. Bon, maintenant, c'est vrai que le CrossFit, je sais pas, chaque fois que je dois te voir, non, je tombe malade, alors je sais pas ce qui se passe. J'ai pas pu y aller avant. C'est d'ailleurs un truc, non, je plaisante. Non, c'est vrai que j'ai eu quelques moments voilà, je sais pas, il y a pas mal de grippes, de trucs qui traînent. Et en un mois, je suis tombée 2 fois malade, bizarrement. Et c'est vrai que j'y suis pas retournée, c'est pas bien, Michel, que tu me poses la question, mais j'ai fait d'autres choses. J'ai marché beaucoup. Tu peux y retourner lundi. Ouais, lundi. Allez, je m'engage devant vous d'y retourner. Félicitations à toi. Merci. Merci. Il y a une autre question, pardon. Noélie. Une autre question. Bonjour, merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, je voudrais vous poser une question en tant qu'accompagnant, parce qu'effectivement, vous dites que il est important de se faire suivre, que les gens qui sont proches ne sont pas forcément les meilleures personnes pour aider. Enfin, c'est les meilleures personnes pour soutenir, mais pas forcément pour aider dans des circonstances aussi dures que les vôtres. Ouais. Donc, c'est pas les mêmes circonstances, mais on va dire que... Et je sais que j'aimerais accompagner quelqu'un à prendre cette décision
c'est ma sœur en l'occurrence. Oui. Et en fait, elle fuit parce qu'elle est mieux sans. En fait, sa réponse, c'est il est loin, on est mieux sans, et aller creuser, c'est trop dur. Sauf qu'il y a forcément quelque chose sous-jacent. Oui, je sais pas si je me fais bien Ouais. comprendre. Mais c'est dans la question de creuser, c'est pas forcément obligé ça. En fait, on peut aider. Effectivement, c'est vraiment une prise de décision. Hein. Je veux dire, s'il n'y a pas de prise de décision avec un objectif, je veux dire, dans la vie, tous, si on n'a pas d'objectif, qu'est-ce qu'on devient, quoi? Je veux dire, si on n'a pas des rêves, des objectifs, et c'est important. C'est difficile de l'extérieur de voir quelqu'un. Mm. Alors c'est mon ressenti. Hein. Mm. Peut-être en avoir besoin et pas oser par peur de creuser quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Maintenant, c'est effectivement de creuser, c'est à la personne de décider ou bien pas sûr. si elle veut creuser ou pas. Bien sûr. Maintenant, l'accompagner, l'aider à... Moi, je pense que l'idée, la personne, elle est mal, elle est dans le noir, elle est... Voilà, on a plus... Enfin, il y a l'ennui, il y a le manque d'envie, il y a l'ennui, passe sa journée à s'ennuyer, quoi. Et bon, c'est comme ça, il y a des phases du deuil, en fait, hein, il y a des passages du deuil. Mais quelque part, il faut les vivre aussi. Il y a aussi cette idée de l'acceptation des choses. Si on les fuit, on les rejette, elles reviennent toujours. Donc là, d'accepter quelque chose qui s'est passé, bon déjà, il faut en prendre conscience. Moi, si l'appel de la police ne m'appelle pas, peut-être que je ne sais jamais. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc il faut arriver à savoir où est le problème. Et bon, si on n'arrive pas à creuser, c'est pas grave. C'est en tout cas de remplacer toute la noirceur par ces petites lumières. Donc voilà, du sport, des amis, une sortie, des petites choses qui font du bien. Mais au quotidien, tout le temps. La recherche, ça va être de trouver quelque chose qui va faire du bien avec un objectif. L'objectif est super important. Ça serait peut-être de trouver avec elle un objectif que vous pourriez faire ensemble pour lui redonner le pied à l'étrier et quelque part retrouver un petit peu de force, de courage du coup. Et après, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, donc c'est un peu compliqué du coup de... Enfin, c'est peut-être indiscret aussi d'en parler devant tout le monde, mais du coup, de reprendre, de l'aider plutôt comme ça, de l'accompagner. C'est pas en surdramatisant. Je suis vraiment contre ça. C'est vraiment. Je dis pas que c'est ce que vous faites, hein. Mais moi, à un moment donné, j'ai une personne, elle m'appelle, elle veut faire un soin. Ouais, je suis déprimée, ça fait 40 ans. Voilà, j'ai plus d'argent, tout ça. Ouais, et en plus, elle voulait que je me déplace à domicile. Au bout d'un moment, enfin là, je dis non, je suis pas d'accord. T'as 50 francs, ok, tu veux que je te déplace, ça va être mon coup. Non, c'est pas possible. Au bout d'un moment, ceci pour lui faire... Mais je lui ai trouvé une solution, mais cette solution, il va falloir qu'elle se bouge, quoi, en fait. Parce que c'est à la personne de se bouger, et peut-être que je l'ai motivée à faire une action, à sortir de chez elle, pour sortir de l'anxiété. Donc voilà, c'est trouver des petites choses. Et l'anxiété, ça se combat en faisant des choses plus grandes. Vous avez peur du noir, bah, vous allez dans le noir. Vous avez peur, je sais pas, de parler devant des gens, vous parlez devant des gens. Vous avez peur... Enfin voilà, toute anxiété, c'est on gagne en faisant en fait. Dans l'action, c'est vraiment dans l'action. Merci. Donc voilà, après peut-être dans les clés, effectivement, vous pouvez retrouver... et le sport, c'est vrai que c'est hyper essentiel parce que le sport, en fait, toutes les clés, ça va permettre de travailler au niveau du cerveau, des zones et enlever l'anxiété. C'est un endroit... Alors moi, je suis pas médecin, je pourrais pas l'expliquer. Mais voilà, toutes les clés là vont permettre de remplacer cette zone de noirceur qu'est l'agression. Le sport, vous ressortez avec une pêche pas possible. Un art créatif, ouais, vous êtes joyeux. Voilà, c'est trouver des choses qui vont vous lui permettre d'être joyeux, quoi. Je sais pas si j'ai répondu ou c'était ça. Voilà. Bon, alors je sais pas s'il y a encore des questions. C'est presque le temps de la musique. On a 2 minutes. Peut-être que vous voulez revenir en arrière ou on continue la musique? Allez, on continue. Allez, là on peut y aller hein, parce que c'est des morceaux, faut que ça pète quoi. Merci beaucoup. J'ai écouté Rego. So
take